Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande présentée ce soir par moi-même et ce pendant ces 2 semaines de vacances scolaires. Vous retrouverez ensuite à cette même place Jamie Waimo qui n'est pas très loin puisqu'il est dans l'oreillette. Bonsoir Jamie. Bonsoir. Oui, d'accord, une petite voix ce soir. Ce soir, nous allons parler de la grippe, maladie virale contagieuse bien connue à première vue. Mais tout comme moi, je pense que vous allez découvrir pas mal de choses ce soir grâce à 2 femmes exceptionnelles présentes sur ce plateau. Connaissances et expériences professionnelles avec Dr Pascal Domingue-Mena. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et puis notre chroniqueuse habituée de ce plateau, Clémence Losserand. Bonsoir. Clémence, ça commence bien. Avec toi ce soir, nous allons parler chiffres. Voilà, tout à fait, parce que c'est les chiffres qui nous permettent un petit peu de réaliser l'ampleur de cette maladie. J'en donnerai juste un pour commencer. Dans le monde, chaque année, on compte entre 250 et 500 000 décès liés à la grippe. Ce qui nous permet donc de comprendre à quel point c'est un phénomène important. Et nous finirons avec des alternatives au vaccin de la grippe et vous verrez qu'il y en a vraiment de très surprenantes. Je vous dévoilerai en même temps quelque chose de privé. Mais nous verrons d'abord dans cette première partie ce qu'est la grippe, ses symptômes, la situation au pays. Docteur Pascal Domingue-Mena va dans quelques secondes parler des symptômes à travers un court reportage. Mais avant, la grippe, c'est quoi ? C'est une maladie virale qui se transmet de personne à personne et qui provoque pas mal de problèmes, surtout si on a un certain âge, si on est enceinte, si on a des pathologies chroniques, type du diabète, de la tension, des maladies respiratoires, et ben, ça peut se compliquer et entraîner jusqu'au décès de certaines personnes. C'est pour ça que le vaccin est important. Ça permet de diminuer le risque d'attraper la maladie. C'est une diminution de risque. Le vaccin n'est pas efficace à 100%, mais c'est une diminution du risque et surtout une diminution des complications et de la contamination des personnes. Et il y a plusieurs types de... Oui, en général, le vaccin, il comprend 3 souches. Il y a 3 virus à l'intérieur qui sont sur l'hémisphère sud et l'hémisphère nord différents d'année en année. Après, des fois, il y a des souches qui sont les mêmes sur le vaccin de l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, mais en règle générale, ce n'est pas tout à fait le même vaccin. Donc nous, jusqu'à présent, jusqu'à quelques années, on utilisait le vaccin de l'hémisphère nord parce qu'on a une population particulière, à mesure où une partie de notre population part en métropole en période hivernale et donc peut ramener le vaccin de l'hémisphère nord. Mais en fait, une analyse rétrospective de toutes les épidémies qu'on a eues a montré que ces dernières années, en tout cas, les virus les plus courants lors des épidémies ici sont ceux qu'on retrouve dans les vaccins de l'hémisphère sud. Du coup, il a été décidé de faire du vaccin de l'hémisphère sud. Pour être plus efficace. Pour être plus efficace, pour toucher plus de monde. Si vous voulez aller en métropole en hiver, vous pouvez vous faire vacciner. Il y a du vaccin de l'hémisphère nord, mais de préférence, enfin de base, la vaccination qui est proposée aux gens, c'est le vaccin de l'hémisphère sud. Alors, comment savoir si l'on a attrapé la grippe? Élément de réponse avec Stéphanie Marlier. Comment savoir si on a la grippe? Voici les différents symptômes. Frissons, douleurs musculaires voire articulaires, fatigue, maux de tête et de gorge ou encore éternuement. La maladie se manifeste également par une fièvre élevée supérieure à 38,5 degrés Celsius. Ces signes d'atteinte respiratoire peuvent être complétés par une toux sèche, des écoulements nasaux, un nez bouché ainsi qu'une perte d'appétit. Les symptômes durent entre 24 heures et un peu plus d'une semaine. Ce sont les mêmes symptômes qu'un rhume. Comment on fait la différence avec la grippe? Eh bien, en fait, c'est l'épidémie. C'est l'analyse des germes qui va nous permettre de savoir si c'est un rhume ou si c'est la grippe. C'est les prélèvements qui sont faits. Il y a un réseau sentinelle qui est en place au niveau du territoire qui, quand ces signes apparaissent, font des prélèvements qui sont envoyés à Pasteur pour analyse et qui va dire ce que c'est exactement, si c'est la grippe et si c'est la grippe, quel type de grippe c'est. D'accord, alors on l'a tous remarqué, ça y commence à faire très froid. Et pourtant, selon la DAS-NC, aucun cas de grippe n'a encore été recensé. C'est une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est un fait habituel? Oui. Dans cette période? Oui, ça démarre en général après la dengue. Ah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, oui. Ça démarre en général après la dengue ou un peu avant. Ça dépend des périodes, ça dépend de quel est le virus qui va nous toucher. Mais en tout cas, oui, c'est la saison fraîche, de toute façon. Donc, ça va démarrer en juillet-août. C'est pour ça qu'on vaccine dès maintenant, puisqu'il y a un délai d'efficacité du vaccin.
pour être sûr qu'il soit pleinement efficace, il faut plusieurs semaines entre le moment où on est vacciné et le moment où on est en contact avec le virus. Et du coup, c'est pour ça qu'on commence à vacciner dès maintenant. D'accord. Alors, on peut se dire que la grippe est une maladie connue, en apparence banale et bénigne, et pourtant, elle est à l'origine de complications qui tuent chaque année, Clémence. Tout à fait. Effectivement, au niveau du pays, on l'a vu tout à l'heure, chaque année, entre 250 000 et 500 000 décès sont liés à la grippe. Mais on a également des chiffres au niveau pays. Donc effectivement, en 2015, on avait 1128 échantillons traités en laboratoire, sur lesquels 180 patients ont été déterminés positifs. Et ça a quand même effectivement entraîné 3 décès pour l'année 2015. Donc on voit bien effectivement l'importance de cette maladie dans les chiffres. Alors, est-ce que finalement ça évolue dans le temps? Est-ce qu'il y en a de plus en plus de... Non, il n'y en a pas de plus en plus. Par contre, notre population, elle vieillit, elle a des pathologies chroniques, des maladies chroniques qui favorisent l'arrivée des complications et les problèmes dus à la grippe. C'est ça qui évolue dans le temps. C'est-à-dire que la grippe, elle a toujours été là, mais notre population, maintenant, elle a plus de diabète, elle est plus en surpoids, voire en obésité, et du coup, ce sont des facteurs qui vont favoriser, si on attrape la grippe, les problèmes. D'accord. Alors, on a vu le monde et le pays. Clémence, l'épidémie en France cette année a été particulière. Voilà, au niveau national aussi, cette année, elle a été particulièrement importante. Donc, dans un article du Point, là, on a appris qu'effectivement, il y avait une surmortalité donc, dans cette saison hivernale qui est évaluée à 21 000 décès. En tous les cas, plus de 20 000 pourraient être effectivement directement liés à la grippe, sachant qu'il y a eu 2,3 millions de consultations. Et donc, on a fait plus fort, enfin plus important que l'épidémie de 2014-2015 qui comptait déjà 18 300 décès. Donc là, effectivement, les autorités sanitaires se sont retrouvées face à un chiffre très important. Et des années comme ça. Ouais, alors pour la dengue, on va faire référence à la dengue, on a pu voir que des personnes sont décédées alors qu'elles n'avaient pas d'antécédents médicaux. Est-ce que ça peut être la même chose pour la grippe? Toujours. Oui, c'est toujours possible. Le risque, il est plus important pour les gens qui ont des pathologies chroniques, qui sont plus âgés, ou des petits-enfants, ou voilà, des gens comme ça. Mais le risque, il existe pour tout le monde. D'accord. Il y a une population quand même qui est plus déterminée comme à risque. Oui, le plus à risque, en fait, ce sont les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les gens qui ont des pathologies chroniques, du diabète, de l'hypertension, les insuffisants respiratoires, parce que ça va aggraver leur pathologie respiratoire, ils vont être encore plus mal. Donc il y a quand même une population qui est ciblée par la vaccination, pour qui il est important de se vacciner. On demande aussi aux soignants, c'est-à-dire aux médecins, aux infirmiers qui sont en contact avec les patients, de se vacciner. C'est important aussi parce qu'ils peuvent être porteurs du germe et contaminer les gens. On reviendra un peu plus tard, le temps passe très vite. Je vous propose de faire une courte pause avant d'entamer la deuxième partie avec le vaccin et la polémique autour de ce recours. À tout de suite. sig själv håret istället för... Passar i det? Du passar så bra i den frisyren. Fan vad äckligt, var det hår? Sluta. Alltså är det ägg? Punken är död, har ni inte fattat det än? Den är inte död. Det är så jävla mycket rök här inne. Fan, vi är inte 12. Nej men det är väl för fan inte jag heller. Jag är inte 12, jag är 13. Bara för att det var jag som bokade, Ja. behöver det väl inte vara jag som också tar tvätten? Ni är bäst. Ni är inte alls bäst, ni är sämst. De retour sur le plateau de Bienvenue dans la bande. Bonsoir à celles et ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre dans cette deuxième et dernière partie de BDLB consacrée au vaccin contre la grippe et ses alternatives. Pour nous en parler ce soir, Dr Pascal Domingue-Ménard.
Et notre chroniqueuse spécialiste de la revue de presse, Clémence Losserand, dans cette deuxième partie, tu vas nous parler notamment des polémiques autour de ce vaccin. Voilà, tout à fait, parce qu'effectivement, dans la revue, dans la presse, et notamment française, on voit qu'effectivement, c'est un sujet qui fait beaucoup couler l'encre, et effectivement, l'efficacité de ce vaccin, je vais y arriver, est parfois remise en cause. Et puis elle vient tout juste de nous rejoindre, notre rayonnante Stéphanie Marlier. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Falaï. Tu nous parleras d'alternatives au vaccin contre la grippe, des alternatives parfois très surprenantes. Voilà, c'est ça. Donc certaines maladies peuvent être guéries par un moyen plutôt original et c'est ce que je vous propose de découvrir par la suite. Alors depuis le mois dernier, la campagne de vaccination contre la grippe 2017 a commencé au pays. Pourquoi se faire vacciner? Combien ça coûte et quand se faire vacciner? Écoutez Anne Fancier, médecin épidémiologiste de la DAS. La vaccination contre la grippe permet de se protéger contre ce virus, surtout en période d'épidémie, et notamment pour les personnes à risque de cette maladie, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans et plus, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de la grossesse, et aussi les personnes atteintes d'obésité sévère. Alors c'est un vaccin qui est remboursé pour tout le monde par la CAFAT et par les complémentaires. Par contre, il est gratuit sans avance de frais pour toutes les personnes à risque. Alors, actuellement, il n'y a pas de circulation de virus actuellement et donc pas d'épidémie. Mais il est important de se faire vacciner avant que la circulation apparaisse, puisque après c'est trop tard. Il faut en général un délai d'une quinzaine de jours entre le moment où on s'est vacciné et le moment où on est immunisé. Donc on vient de voir toutes ces recommandations autour du vaccin, mais elles ne convainquent pas tout le monde, comme Luc Wally de Poindimier, qui a tout simplement refusé de le faire. On l'écoute. Mon médecin traitant m'a proposé de me vacciner gratuitement. Moi, j'ai refusé parce que moi, quand on me vaccine, il faudra m'expliquer pourquoi et contre quoi. Alors c'est ça le danger. C'est pas envie d'être un peu le cobaye. Parce qu'il y en a beaucoup de combats, je crois, en Calédonie. Ben voilà, moi je refuse simplement pour ça. Je crains qu'on me fasse un vaccin qui ne va pas, quoi. On dit de nous vacciner contre la grippe. Mais c'est quoi la grippe? Il faut le définir. La grippe aviaire aussi, on ne sait pas c'est quoi. La dengue, les chikungunya et puis tout ça. Ça fait qu'on est vraiment dans le brouillard, si on veut. Il faut nous vacciner contre un truc qu'on connaît. Vous comprenez la réaction de ce monsieur? C'est une réaction assez classique, mais de mes connaissances, en fait, la grippe, elle est là tout le temps. Il y a pas de, on teste pas les vaccins sur les Calédoniens. Ce sont des vaccins qui ont été testés déjà. Le virus, il change régulièrement, donc c'est pour ça qu'il faut se vacciner tous les ans, puisque le vaccin, il change tous les ans. Il n'est pas tout à fait le même. En fait, le vaccin, c'est un mélange des trois virus qui ont le plus circulé sur la zone l'année dernière. Et on suppose que c'est ceux-là qui vont réapparaître. Mais effectivement, c'est pas sûr. Et du coup, on vaccine, mais on n'est pas sûr de vacciner sur les bonnes souches. Mais en même temps, on a beaucoup de chances d'être protégé. Mais il n'y a pas de test. On n'est pas dans une période de test. Ça fait longtemps que les tests ont été faits. Le vaccin de la grippe, il est efficace, il marche. Il n'y a pas d'alternative au vaccin. Il y a des mesures complémentaires pour éviter de se contaminer ou de contaminer les autres. Aucun vaccin n'est efficace à 100%, malheureusement. Mais c'est la réalité, il n'y a pas de vaccins qui sont efficaces à 100%, la grippe comme les autres. Donc du coup, c'est important de se faire vacciner et c'est important aussi d'utiliser les autres méthodes pour éviter de se contaminer et de contaminer les autres quand même. Comme les méthodes traditionnelles kanak? Je ne sais pas, quelles sont les méthodes traditionnelles kanak dont vous parlez? Bon, on peut utiliser le niaouli. Le niaouli, ça va marcher sur le rhume, voilà. Ça va marcher sur les signes. Ça ne va pas tuer le virus. Il y a des méthodes qui vont être utilisées pour diminuer l'intensité des signes. Oui, effectivement, le niaouli, quand vous êtes pris sur les bronches, quand vous êtes enrhumé, quand vous avez le nez qui coule, c'est très efficace. Ah non, ça ne peut pas aider, c'est efficace. Ça aide, vraiment. C'est efficace. Il faut être réaliste, c'est efficace. Mais dans les méthodes, qu'est-ce qui est important? C'est se laver les mains. Quand on se lave, quand en période d'épidémie, et même tout le temps, il faut se laver les mains. Il ne faut pas se moucher dans un mouchoir en tissu aussi. Parce que quand on garde le mouchoir en tissu, quand on le ressort, les germes ils sont là-dedans, donc on les remet. Puis on les a touchés avec la main, puis on va prendre la poignée de la porte, n'importe quoi, et on met les virus. Le virus, il va vivre un certain temps là-dessus. Quelqu'un d'autre va prendre la poignée de la porte et va se contaminer.
D'accord. En France, également, on s'est interrogé sur l'efficacité de ce Voilà, vaccin. tout à fait, effectivement, notamment parce que donc il y a eu une histoire assez dure cette année où effectivement 13 personnes âgées sont décédées des suites de la grippe dans une maison de retraite. Il se trouve qu'en fait 6 d'entre elles étaient déjà vaccinées. Donc effectivement, la Croix, le quotidien, on rappelle que ce drame montre bien qu'on n'est pas non plus dans une efficacité optimale. Et en fait, ça concerne manifestement les personnes âgées notamment, parce que donc on diminuerait l'efficacité à 40% en fait à cause du vieillissement du système immunitaire, puisque le principe du vaccin c'est effectivement on inocule pour amener le système à se défendre par lui-même, donc ça fonctionne moins bien à partir d'un certain âge. Donc il y avait ce premier problème qui était relevé, et puis celui dont vous parlez, donc les souches grippales changent d'une année sur l'autre, à chaque fois il faut se réadapter, ce qui fait qu'on n'est effectivement pas dans du 100% d'efficacité comme vous Mais disiez. même sur les vaccins où on a une souche qui ne bouge pas, on n'a pas d'efficacité à 100%. On n'a jamais vous, ça reste d'efficacité. quand même la meilleure... Ah, c'est la meilleure solution. Effectivement, c'est la meilleure solution. C'est la seule solution dont on dispose pour diminuer le risque d'attraper et surtout le risque d'épidémie. Si la population n'est pas vaccinée, s'il n'y a que quelques personnes qui sont vaccinées, le virus il va circuler beaucoup plus facilement. Si beaucoup de monde sont vaccinés, même si c'est efficace qu'à 40, 50, 60%, ça fait toutes ces personnes-là, elles ne seront pas contaminées et elles ne vont pas contaminer les autres. On l'a répété, on le répète, la grippe est contagieuse. Comment ça se passe pour le personnel Alors voilà, soignant? l'autre difficulté, effectivement, c'est la question de la vaccination des personnels soignants. Toujours dans cet établissement dont je parlais, où il y a eu ces décès, il y avait finalement que 39% du personnel qui était vacciné. Donc effectivement, aujourd'hui, le point pose la question de savoir est-ce qu'il faut de nouveau obliger les personnels de santé effectivement à se faire vacciner, puisque donc c'était obligatoire jusqu'en 2006 et elle est depuis conseillée, puisqu'effectivement pour être moins directif. Mais effectivement, le médecin interrogé par l'Express, la vaccination pour lui c'est, je cite, une question de responsabilité et pour lui il ne faut pas perdre de vue l'intérêt du patient. Les soignants qui se vaccinent, ils se vaccinent pour eux, mais surtout pour les patients. Mais en même temps, ils protègent leur famille aussi. Je veux dire, quand ils sont en contact avec des gens qui sont malades en permanence, ils ramènent les germes à la maison. Il faut être réaliste quand même. Alors, s'ils sont malades et qu'ils tombent eux aussi malades, ils risquent de contaminer leur famille. Mais le plus important, effectivement, le soignant qui se vaccine, il se vaccine pour protéger les patients qui vont venir consulter pour tout et rien. Peut-être de la grippe, peut-être pas. Mais si j'ai vu une personne qui avait la grippe et qu'après, je ne me suis pas bien lavé les mains, où il y a du germe, la personne a touché le bureau et le suivant, il retouche le bureau, il y a quand même un risque de contamination. Si en plus, moi, je suis contaminant, c'est encore pire. On approche de la fin. On peut peut-être rappeler comment on peut limiter les risques de contagion. Oui. Les risques de contagion, c'est la vaccination, se laver les mains, c'est très très important, se moucher dans des mouchoirs en papier et les jeter dans des poubelles qui ferment. Et c'est, oui, les mouchoirs en papier, vaccination et lavage des mains, c'est vraiment les 3 choses les plus importantes. La vaccination en premier. D'accord. Alors là, on ne parle plus d'alternative avec Stéphanie Marly. Je t'ai pas oublié. Non, c'est pas pour ça. Parce que je voulais juste ajouter, comme on parle de vaccination, qu'il y avait justement l'ancien chirurgien cancérologue Henri Joyeux, et qui lui, justement, pense le contraire. Il avait dit que le vaccin contre la grippe, c'était l'arnaque des laboratoires. Oui, il est toujours opposé à tous les vaccins, oui, monsieur. Donc voilà, chacun a une opinion. Une idée supplémentaire. Voilà. Alors, donc on va rester sur les moyens supplémentaires. On parle plus d'alternatives avec Stéphanie Marly, qui nous a déniché des infos bien surprenantes sur la toile. Oui, alors pour commencer, des scientifiques indiens et américains ont découvert que des substances contenues dans la peau des grenouilles de l'espèce Hydrophylax bauvistara, donc c'est des grenouilles qui vivent dans le sud de l'Inde, détruiraient certaines souches du virus de la grippe. Donc on a inséré cette substance par voie nasale à des souris qui n'étaient pas vaccinées et qui étaient atteintes d'un virus de la grippe. Donc c'est des résultats assez concluants dans l'ensemble. Bon, les cellules de la grippe ont été détruites. Les virus ont été détruits, mais il faut savoir que c'est une expérience qui est quand même à nuancer, puisque le principal type de cellule de grippe, c'est H1 qui a été détruit. Par contre, la H3N2, donc la grippe de Hong Kong, par contre, ça n'a pas été totalement détruit. Voilà. Mais bon, après, ça reste quand même... Ça fait très ça reste quand même une peur. substance qui peut probablement aider à fabriquer un antiviral, qui hein. peut s'avérer utile, bien sûr, contre les sources émergentes de la grippe, quand il n'y a pas forcément encore de vaccin. Donc, nous continuons maintenant. Donc, il faut savoir que les symptômes d'une maladie peuvent être détectés également de différentes façons.
Notamment, les signes de la maladie peuvent être vus dans notre bouche. Et c'est pour ça que des chercheurs de l'Université du Texas ont mis au point donc, en fait, un appareil. Oui, oui, parce que c'est une idée, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que l'idée de dépister donc, des maladies se focalisant sur la laine, c'est pas nouveau, puisqu'on a utilisé, les chercheurs utilisaient donc, des chiens renifleurs. Voilà, donc... Donc, comment il marche le principe? Donc en fait, c'est comme un éthylotest, vous verrez par la suite. Donc là, au lieu de mesurer le taux d'alcool, ça permet de détecter si la personne, voilà, c'est comme un éthylotest, ou non la présence de la grippe. Du virus. Voilà, du virus, de la grippe. Donc l'objectif étant de permettre aux patients, j'ai du mal, virus de la grippe, je dis tout le temps la grippe. L'objectif étant de permettre aux patients de se soigner et au plus vite et d'éviter donc des complications. Donc bien sûr, c'est encore expérimental. Hein. Oui, ça c'est sûr. Donc du coup, en pleine recherche. C'est efficace à combien? Quel est le pourcentage d'efficacité? Pour l'instant, ils ont dit à 50-60%. Pas très efficace. Voilà. Donc, ils travaillent dessus. Hein. Petite réaction peut-être par rapport à tout ça. En fait, un test qui est efficace à 50%, c'est pas un bon test. C'est pas un bon test à 50%? 50%, c'est pas un bon test. Un bon test, il faut qu'il soit une sensibilité au moins à 98%. Pour être efficace là à 50%. Ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui auront la grippe et qu'on va dire non, vous n'avez pas la grippe, monsieur. Ouais. Donc c'est un peu mieux. En pleine épidémie, c'est un peu mieux. On a une dernière petite vidéo. Oui, alors c'est une méthode plutôt révolutionnaire en matière thérapeutique. Donc direction le Japon, où même les chats vont au bureau. Donc c'est depuis 2000 une entreprise informatique qui autorise justement ses employés à venir travailler avec leurs félins. Donc une seule mission pour les minous, contribuer au bien-être de leurs propriétaires au bureau. Alors il y a de nombreuses études qui ont démontré qu'avoir un chat, c'était bon pour la santé physique et psychique. Mais peut-être pour les allergies, ça pose pas de problème. Oui, c'est un peu ennuyeux. Non, parce que dès le plus jeune âge, si on a des animaux dès le plus jeune âge, les enfants, eh ben, apparemment, ça permet de sauver des allergies et des infections respiratoires, selon des chercheurs américains. Et ça permettrait également de réduire à 30% le risque d'avoir un arrêt cardiaque. Ah mais c'est pas pour la grippe, ça. Non, c'est pas pour la grippe, c'est en général. C'est pour le stress. C'est En les fait. C'est Voilà. pour diminuer le stress. Anti-stress, la pression D'accord. sanguine, tout ça pour C'est dire pour diminuer le stress. pour avoir un animal de compagnie en général, c'est bon pour la santé. Bon pour le moral. Voilà, peut-être c'est bon pour avoir, le moral. Un chat peut-être. Un chat, un chien. Pour amener un chat Calédonien. sur le bureau là, La ici, prochaine fois, on en mettra. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci les filles. Bonne soirée à vous et à demain. Bonne soirée. Merci.